Ça fait un sacré moment. Je vais vous présenter des petites anecdotes. On va parler de beaucoup de choses. On va parler du vol précédent. On va parler des changements qui ont eu lieu pour ce vol. Et de quelques théories assez spéciales. Du coup, le lancement précédent, c'était le 18 novembre 2023. Et quel lancement! Truc de dingue. Mais du coup, ce qu'il faut retenir aussi de cette date, c'est que ça fait exactement 4 mois. Enfin, 4 mois. Environ 4 mois. C'est 2 mois de moins que la dernière fois. Bon, après, la dernière fois, ils avaient un pas de tir à reconstruire quand même. Donc, mais pour un véhicule qui a volé 2 fois, c'est quand même une cadence qui commence à être assez importante. Surtout que la Star Factory n'est pas encore terminée. C'est-à-dire que l'usine qui fait les Starships n'est pas encore terminée. Et ils en ont 5 dans les cartons. Le vol précédent, il y a eu plusieurs nouveautés. Déjà, je ne vais pas noter, mais le pas de tir a survécu. Le déluge du pas de tir a fonctionné de manière nickel. Il a fait son job. Et un des changements qui avait lieu pour ce vol précédent, c'est le fait que, au lieu de faire une technique de séparation centrifuge, la technique de séparation que SpaceX a envisagée, c'est le hot staging. Alors, le hot staging, ça faisait couler beaucoup d'encre, mais le hot staging, c'est utilisé sur les Soyuz depuis la nuit des temps. Donc, enfin, depuis la nuit des temps dans le spatial. C'est-à-dire, il y a 30 ans. Et du coup, le hot staging, c'est une technique qui est toujours utilisée par les Russes, qui fonctionne très bien. Il y a beaucoup d'avantages avec quelques inconvénients quand même, qui est le fait que vous utilisez une torche à plasma dans votre premier étage, qui ne doit pas exploser. Et surtout là, on parle d'un hot staging pour un étage qui est censé être réutilisé. Le booster, le but, c'est qu'il revienne sur Terre. Même si, évidemment, il l'a pas fait lors du dernier vol. Et le hot staging du dernier vol, c'est étonnamment vachement bien passé. Avec cette photo magnifique, où on voit les gaz du deuxième étage, donc du Starship, qui commencent à pousser le long de la carlingue du booster. C'est quand même quelque chose d'incroyable. Et si vous l'avez pas vu, ce vol, je vous conseille de voir le live précédent. Bon, point noir du coup, c'est que très rapidement, juste après le hot staging, quand le booster a commencé à se retourner pour revenir près des côtes du Texas, le booster a décidé de exploser. Bon, il a fait son job, il a amené le Starship déjà au moment de la séparation de ce hot staging. Le Starship était bien plus haut que lors du premier vol. Lors du premier vol, il était toujours dans l'atmosphère. Là, on est quasiment sorti de l'atmosphère. On voit ici que l'altitude c'est 90 km, donc c'est pas rien. Et du coup, le booster a explosé après avoir fait son job, mais il a quand même explosé, donc on n'a pas eu droit à un atterrissage dans la mer. Et le Starship, lui, il est allé en quasi-orbital. Et c'est quand même triste de se dire qu'il a quand même explosé après être quasiment orbital. D'ailleurs, je vais vous expliquer du coup pourquoi le Starship a explosé lors du dernier vol. C'est quand même quelque chose d'assez difficile à prévoir, et pourtant qui aurait pu être évité. Quasiment comme un accident en fait. Et du coup, ce que vous voyez ici sur l'écran, c'est le nez du Starship, donc juste la partie supérieure avec les deux ailettes, qui a survécu à l'explosion du système d'autodestruction du Starship. Pourquoi le système d'autodestruction s'est déclenché? Eh bien, ça a à voir avec la masse. À droite, ce que vous voyez ici, c'est un simulateur de masse pour le SN5. Ouais, le SN5. Le SN5 n'avait pas de nez, il n'y avait pas de charge utile. Du coup, pour vérifier qu'ils étaient bien capables de gérer un Starship avec une charge utile, ils ont fait décoller le SN5 avec cet énorme bloc d'acier inoxydable au-dessus du Starship. Eh bien, ça, c'est quelque chose qu'il n'y avait pas dans le deuxième vol du Starship, ni dans le premier. Il n'y avait pas de simulateur de masse pour faire comme s'il y avait un satellite dans le Starship. Déjà parce qu'ils étaient bien contents de sortir du pas de tir, juste de quitter le pas de tir, c'était déjà incroyable. Alors pourquoi s'embêter à mettre un bloc de métal ou de béton à l'intérieur du Starship? En plus, ça peut causer des problèmes si le bloc n'est pas assez solide, etc. Donc du coup, pour vérifier les performances du Starship, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils sont surremplis les réservoirs du deuxième étage pour faire beaucoup plus de masse. Et quand ils sont arrivés en orbite, enfin en quasi-orbite, ils pouvaient pas garder tout ce carburant dans le Starship parce que c'était, du coup, ça leur permettait pas de faire la rentrée atmosphérique comme ils voulaient. Et donc du coup, ce qui était dans la séquence, c'est-à-dire les événements automatiques que le Starship devait dérouler, c'est un moment, il devait dire bon je vais purger mes réservoirs. Et lors de cette purge, il a explosé. Il a explosé parce que lors de cette purge, il y a eu un problème qui a fait que de l'oxygène et du méthane se sont rencontrés. Et ce qui s'est passé, c'est qu'apparemment il y a eu des flammes, pas une explosion, bien des flammes. Et ces flammes ont coupé la communication entre l'ordinateur de bord au-dessus du Starship et l'ordinateur de bord en dessous du Starship. Parce qu'en réalité, il y a deux ordinateurs de bord qui communiquent entre eux. Et du coup, si la communication entre les deux est coupée, ils ne peuvent plus gérer le Starship. Et du coup, le système d'autodestruction, bam, se déclenche, le Starship fait boum, et il ne reste plus que le nez que vous voyez ici.
Ça veut dire qu'il y a eu un placement des câbles, déjà, qui était pas ouf, parce que ça veut dire que les flammes du coup de la purge, si tant est qu'il y en avait, parce que c'était pas prévu, soient pas loin. En plus, ça veut dire que les purges, il y avait une chance, parce que là où il n'y a pas d'oxygène, que le méthane et l'oxygène se rencontrent et une chance de prendre feu, donc une source de chaleur. Là, il y avait quand même un sacré alignement des astres pour que ceci se produise. C'est triste, mais du coup, c'est des leçons qu'ils ont appris et on sait déjà qu'ils ont bougé les câbles, que la purge est plus au même endroit, etc. Enfin, tout a été changé. Donc, c'est comme ça qu'ils apprennent. Mais c'est quand même fascinant de se dire que ce petit bout de nez qui flotte au milieu de vide est dû à une flamèche qui a cassé un câble, qui a cramé un câble en fait. Donc ça, c'est ce qui s'est passé pour le Starship. Maintenant, on va parler, du coup, boom, évidemment, c'est produit à la fin. Et maintenant, on va parler du booster. Pour le booster, il y a eu beaucoup de théories, mais vraiment beaucoup de théories, notamment du côté américain avec des vidéos de plus d'1 heure sur pourquoi il a pété, les mecs qui ont fait des simulations, etc. Il y avait plusieurs théories. Il y avait la théorie du avec le sloshing, justement, c'est ce qu'on va en parler. Donc le sloshing, c'est ce que vous voyez en haut ici. Imaginez-vous, vous êtes en voiture avec un bidon ou avec un verre d'eau et vous freinez. L'eau va essayer de continuer dans sa lancée et du coup il va slosher, c'est-à-dire qu'il va éclabousser, enfin il va... Ce sloshing en gros, c'est un mouvement de fluide dans un compartiment fermé et ça peut être dévastateur parce que du méthane et de l'oxygène liquide, ça a la même densité que l'eau et l'eau c'est très lourd. Hein. Et du coup, quand vous avez une fusée qui est composée à 90% de carburant qui commence à slosher, vous pouvez absolument péter toutes les conduites. Ensuite, il y avait une autre théorie où, en gros, c'était à cause de la fermeture des vannes des moteurs. Et en fait, en fermant les vannes d'un coup, ils ont fait ce qu'on appelle un coup de bélier. Alors, le coup de bélier, je l'ai déjà expliqué dans le live précédent. Et en fait, c'est quand vous fermez une vanne rapidement, vous créez une énorme augmentation de pression en aval. Et plus il y a de masse de carburant, le booster, c'est quand même... le tout, c'est 5000 tonnes de carburant. C'est pas rien. Quand vous arrêtez ça net, ça casse tout. La pression, elle va être énorme. Mais évidemment, SpaceX, ils connaissent ce genre de problème. Du coup, pour éviter ce genre de problème, ils ont fait en sorte de couper les moteurs en séquence, c'est-à-dire pas d'un coup. Comme ça permettait de réduire le pic de pression et de l'étaler sur une longueur plus grande. Et du coup, c'est pas ça non plus qui a fait en sorte que les moteurs, que le booster explose. C'est une combinaison de plein de facteurs. Déjà, pour éviter le sloshing, dans les fusées, on utilise des... alors en anglais c'est baffle, mais en gros c'est des parois qui sont placées dans le réservoir pour limiter le sloshing. On le voit ici à droite. En fonction de comment les parois sont placées, en fait ça va faire un peu comme une digue dans la mer. C'est-à-dire que les vagues vont se frapper dessus et l'énergie du coup va être dissipée. Et du coup, il y aura beaucoup moins de sloshing à l'intérieur du réservoir. Évidemment, dans le Starship et dans le booster, il y a ce genre de parois qui sont là pour limiter le sloshing. Et il y a aussi, c'est très important pour la suite, en entrée des moteurs, alors il y a plusieurs philosophies. Imaginez que vous aspiriez un boulon, par exemple, dans un moteur fusée. Ça ferait boum. Du coup, il y a deux philosophies. Soit vous vous assurez qu'il n'y a rien, mais vraiment rien, pas un grain dans votre carburant et dans vos réservoirs, qui soit vraiment ultra propre. Soit, et c'est la philosophie de SpaceX, vous mettez un filtre à l'entrée de la conduite des moteurs pour bloquer toute particule qui essaierait de passer vers les moteurs. Ça a le désavantage d'être un peu plus lourd, ça a aussi le désavantage de causer une chute de pression, parce qu'un filtre, c'est pas rien, logique. Quand le carburant passe au travers, il baisse en pression, il baisse en débit, où il faut des conduites plus grandes pour amener le carburant, plus de pression, enfin c'est quand même plus compliqué. Mais ça vaut le coup en simplicité. Du coup, SpaceX ont fait ce choix. Et ben, ce qui s'est produit, c'est incroyable, c'est que le sloshing très violent du mouvement du booster a cassé une des parois des baffles, là, des anti-sloshing, et une de ces parois est donc descendue au fond du réservoir et a bloqué un des filtres. Donc ça, c'est pour vous expliquer un peu comment ça marche, du coup, les baffles. Et ça, c'est des simulations de mecs qui sont vraiment des grands malades. Donc Ryan Hansen Space, qui fait des rendus de malades et des simulations sur Twitter, sur X, pardon. Et donc on voit que ça secoue vachement bien lors de l'événement de hot staging et de séparation. Et du coup, ça, c'est ce qui fait que le booster a pété une de ses baffles, est tombé au fond du réservoir et a bloqué un filtre. Et là, vous allez me dire, ok, bon, il a bloqué un filtre. Alors oui, c'est bien beau, mais concrètement, pourquoi le filtre bloqué a fait péter la fusée, me diriez-vous? C'est pas un événement explosif. Et bien, c'est à cause de la cavitation.
Regardez, si vous prenez votre aspirateur chez vous et que vous le bloquez en mettant votre main comme ça dessus, vous allez sentir que ça aspire. Donc il y a une baisse de pression à l'intérieur des conduites. Cette baisse de pression, elle est due au fait qu'il y a une turbopompe qui aspire, à la manière d'un aspirateur, le carburant. Sauf que là, vous bloquez l'entrée. Du coup, ce qui va se produire, et c'est assez contre-intuitif, c'est qu'en baissant la pression, vous allez avoir des bulles de vide. Ça s'appelle de la cavitation, qui va se former dans les turbopompes. Et la cavitation, ou même le gaz qui se fait aspirer par un moteur, c'est mortel. Parce que ça va péter vos turbopompes à une vitesse incroyable. Là, ce que vous voyez, juste ici, là, c'est une turbine qui s'est pris de la cavitation. Voilà, donc en quelques secondes, vous avez vos turbines qui ressemblent à ça. Vous avez des particules de métal qui se retrouvent dans la chambre de combustion, qui bloquent les entrées du moteur, et vous avez un moteur qui explose. Et vu que ça s'est produit sur plusieurs moteurs, apparemment, d'après les images, on peut dire que c'était un événement quand même vachement catastrophique qui a mis le booster au tapis, et au moment où plusieurs moteurs ont commencé à péter, le système d'autodestruction du Starship, il a dit « Ok, c'est fini », il a fait boum. Donc on a une mission où quand même le Starship et le booster, au final, c'est le système d'autodestruction qui a dit « C'est trop dangereux, j'arrête là ». Voilà. C'était quand même des images incroyables, et vous voyez bien du coup les flashs lumineux qu'on remarque justement en bas du booster, ils viennent de ces moteurs qui décident de rendre l'âme. Alors il y en a certains qui s'arrêtent, parce qu'il y a un système d'arrêt d'urgence, mais c'est pas pour ça que certains ne sont pas partis en explosion. Et même si c'était tous arrêtés sans exploser, le système d'autodestruction du booster, quand il a la moitié des moteurs qui ne marchent plus et qu'il est plus capable de retourner sur Terre, il fait péter le booster. On ne sait pas exactement d'où venait le problème, même si apparemment il y a des gens qui ont des caméras qui sont extrêmement rapides, qui ont vu que apparemment la désintégration arrivait au milieu de l'étage, donc c'est plutôt le système d'autodestruction qui a décidé d'arrêter là. Mais on ne peut pas savoir, c'est peut-être un moteur en explosant qui a déclenché le système d'autodestruction. Ah oui d'ailleurs, je ne sais pas si je l'avais expliqué, mais en gros, autour du lanceur et dans certains points critiques, vous avez des espèces de bandes qui en gros détectent quand les parois se fissurent. Quand il y a une explosion, les bandes elles s'arrachent. Et ce genre de bande, c'est un espèce d'ordre ultime pour le système d'autodestruction. Dès qu'il détecte plus la continuité de cette bande, dès qu'elle s'arrache, le système d'autodestruction, il sait que le lanceur il est dans un état pas possible et il fait en sorte de l'éparpiller le plus possible en faisant des petits bouts. C'est à ça que sert le système d'autodestruction, le FTS, pour Flight Termination System. C'est de faire en sorte qu'un objet énorme qui peut faire beaucoup de dégâts au sol transforme en paillettes. Voilà. C'est pour ça qu'on fait ça. Et que vous voyez dans tous les films, les vaisseaux qui font de l'autodestruction, c'est juste Hollywood. Alors, on va parler du coup un peu plus profondément de cette manœuvre du hot staging qui a eu lieu sur le vol précédent. Donc déjà, vous voyez la taille du bousin, c'est quand même impressionnant. Donc ça, c'est l'anneau de hot staging avec au milieu le dôme qui protège l'avionique qui est en dessous, donc les ordinateurs de bord. Et encore en dessous, il y a le dôme du réservoir supérieur de méthane, oui, parce que le méthane est au-dessus. Ouais. Et du coup, voici ce qui se produit vraiment au tout début du hot staging. Les premiers moteurs qui s'allument, c'est les moteurs à l'extérieur. C'est-à-dire les moteurs qui sont vacuum. Les moteurs vacuum, c'est des moteurs qui sont conçus pour le vide spatial. Ils s'allument en premier parce qu'ils sont un peu plus doux, on va dire. Ils ont un taux d'expansion qui est assez grand, ce qui fait que les gaz en sortie d'échappement ils n'ont pas beaucoup de pression. Ce qui fait que du coup le moteur est très efficace dans le vide, parce qu'il pousse tout doucement, mais avec une très bonne efficacité. Et les moteurs du milieu, eux, ils sont conçus pour le vol atmosphérique, donc ils sortent avec une pression supérieure ou égale à 1 bar. Et du coup, ils ont beaucoup plus de pression qu'ils peuvent amener à l'intérieur de l'interstage, du système de séparation. Et c'est un peu eux qui donnent le coup de pied, qui fait quitter le haut du Starship. C'est-à-dire qu'au début, les moteurs, ils mettent sous pression, ils écartent un peu le Starship, mais l'accélération, elle est donnée par les deux moteurs qui sont un peu plus puissants au centre. Les trois moteurs, pardon, qui sont un peu plus puissants au centre, qui donnent le coup de pied pour faire partir le Starship vers le haut. À noter, le Starship est posé sur le booster. Hein. Il est glissé. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de... C'est-à-dire que si vous prenez le Starship par le haut, et que vous le tirez comme un géant, il va sortir tout seul. C'est d'autant plus impressionnant que lors du premier vol, le Starship faisait des loopings et se séparait pas. C'est quand même incroyable. À noter du coup, les moteurs du centre, pour éviter de casser le booster, ils sont orientés avec les pistons, les systèmes de poussée vectorielle. Les systèmes de poussée vectorielle, ils sont orientés vers l'extérieur pour éviter de taper trop fort sur le centre du booster et pour que les gaz d'échappement puissent s'échapper sur les côtés. C'est important parce que même s'ils s'allument je sais pas combien de temps exactement, mais ils s'allument pendant très peu de temps parce que le Starship, lui, il s'en va, il s'échappe. Le booster, les tôles en métal, elles sont déjà rouges vif. Et quelques secondes de plus et ça perce. Hein. C'est un système de séparation assez spécial. Notamment parce qu'il y a une théorie qui court depuis un moment sur Internet. C'est par rapport
à la manœuvre qui est faite par le booster lors du hot staging. Parce que la théorie qui est émise, c'est que les grids fines lors du hot staging aideraient le booster à se retourner. Et je vais vous en parler parce que cette théorie, elle est vraiment incroyable. Donc ça, c'est ce qui se passe, c'est très imagé. Donc ce qui est en jaune, c'est pour les gaz d'échappement. Ce qui est en gris, du coup, c'est le booster. Ici, c'est les grids fines. Et en haut, c'est les moteurs. Quand vous avez les moteurs qui s'allument pour la séparation, il y a une espèce d'atmosphère assez fine de gaz brûlés, en fait, qui sont éjectés sur les côtés du booster et qui viennent frapper les grids fines. Donc ça veut dire que les grids fines, même si elles sont à 90-100 km d'altitude, elles se retrouvent avec une atmosphère avec lesquelles elles peuvent interagir. Et du coup, à la manière de ce pourquoi sont conçues les grids fines, c'est-à-dire de diriger le booster dans l'atmosphère, quand elles se retrouvent dans cette atmosphère fine, elles peuvent utiliser les gaz d'échappement qui sont propulsés par le Starship du haut pour créer une force. Dans le sens inverse du coup que celles qu'ils ont l'habitude, parce que normalement le booster descend par là, donc le flux d'air il va dans ce sens-là, sauf que comme le Starship est au-dessus, le flux d'air il va dans l'autre sens. En se mettant dans une position assez spéciale, les grids fines elles sont capables de réorienter le flux d'air vers le bas, et du coup action-réaction, ce changement de direction induit une force, et il fait que le booster déclenche sa rotation sur la droite. Oui alors, du coup, juste pour vous expliquer, on voit beaucoup de schémas où le booster fait un looping, mais en réalité le booster il fait pas du tout un looping, il se décale sur le côté droit d'ailleurs exactement. Regardez, voilà, là c'est une vue de haut, c'est-à-dire que le sol il est en bas, et c'est le gris dans cette image, j'aurais peut-être dû mettre quelque chose de plus parlant, et c'est pour ça, parce que le booster part sur la droite, que dans la zone d'exclusion que SpaceX ordonne, donc ça c'est une zone d'exclusion maritime, c'est quelque chose qui est ordonné pour les bateaux, c'est-à-dire ne soyez pas à cet endroit. En général d'ailleurs, ils sont émis bien plus en avance que ceux pour les avions, parce que les bateaux sont en mer bien plus longtemps en avance et n'ont pas forcément accès à l'internet. Du coup, on voit cette espèce de dent ici qui descend, et c'est dû au fait que le booster, comme on le voit sur cette image du coup qui est dans la bonne orientation, quand il se sépare, il part sur la droite pour faire son demi-tour, et il a toujours les moteurs qui fonctionnent. Donc ça veut dire que s'il y a un problème et que le booster doit exploser dans cette configuration, bah il va atterrir ici. D'où le fait que la zone d'exclusion, elle a un peu une forme bizarre à cet endroit. Voilà, donc ça c'est super intéressant, et franchement j'ai hâte de voir la séparation qui aura lieu là, le prochain. Ça va être incroyable. Parlons du prochain vol d'ailleurs. On va se demander qu'est-ce qui est prévu. Donc déjà, le symbole est incroyable. Attends. C'est incroyable. Et ça, du coup, c'est une vue de la trajectoire qui a été faite par un site qui simule en gros les vues des lancements. Alors il y a quelques trucs qui sont faux. Déjà, on voit pas le booster partir sur la droite. Là, ça fait un looping, comme j'en pense. Et en plus, il revient au pas de tir, alors que le booster, justement j'en parlais là, voilà, le booster, sur le tir qui va arriver, si tout va bien ce jeu aujourd'hui, vous voyez cette vidéo, en tous les cas, le booster il va atterrir dans l'eau, et il va probablement se coucher. Donc du coup ça veut dire qu'il atterrit pas du tout ici, comme on le voit sur le schéma, il atterrit au milieu de la mer, à une bonne distance, j'espère pas trop loin des côtes pour qu'on puisse le voir, et dans tous les cas, il n'est pas prévu de le récupérer. C'est un truc qui fait 71 mètres de haut pour quasiment 9 mètres de large. C'est un danger pour tout type de bateau qui essaierait de s'approcher. D'ailleurs, on pense qu'une fois posé dans l'eau, le système d'autodestruction va probablement s'activer. C'est-à-dire que dans la séquence qu'ils ont donnée au booster, dans tous les cas, à la fin, il explose. Et c'est plutôt sûr parce que le faire exploser, ça garantit qu'il coule. Mais comme ils veulent tester l'atterrissage avant pour probablement la prochaine fois tenter un atterrissage sur la tour Mechadzilla ou la deuxième tour qui est en construction, ils préfèrent tester jusqu'à ce que ça tombe dans l'eau pour qu'ils récoltent le plus d'infos avant de le faire exploser. Donc ça, c'est ce qui va arriver au booster. Et pour le Starship, d'ailleurs le Starship, vous avez remarqué, lors des 2 premiers vols, il était censé arriver à Hawaï. Et là, il arrive près de l'Australie. C'est-à-dire qu'il fait il fait à peu près une demi-rotation de la Terre. Alors qu'avant, il faisait quasiment 90%. Non, j'exagère. C'est les 3/4. Et du coup, le Starship, il va se retrouver dans cette zone. Et en fait, c'est dû à une série de choses qu'il va faire et que je vais raconter plus tard. Mais ce qui est certain, c'est qu'on n'aura pas droit au belly flop. Donc pour ceux qui ne savent pas, c'est la manœuvre où le Starship se remet droit et atterrit comme ça. Parce que dans tous les cas, ce Starship-là, il est là juste pour tester la réentrée atmosphérique. Il n'y aura pas de tentative d'atterrissage dans la mer avec une explosion ou pas à la fin. Il va juste arriver, il va se cracher dans l'eau et ce sera fini. Donc on va avoir droit à un joli boom, en espérant qu'il y ait un drone ou un bateau de SpaceX qui soit pas loin de la zone d'atterrissage. Donc du coup, dans cette mission, le booster et le Starship, on leur dit adieu. Ce sera plus qu'un tas de cendres à la fin de cette mission, mais mission accomplie.
C'est drôle. Alors du coup, durant ce court laps de temps où le Starship va être dans l'espace, il va tester 2 choses. Il va déjà tester la porte cargo, parce que oui, ce Starship a une porte cargo. Contrairement aux essais précédents où elle était soudée pour être fermée pour pas poser de problème lors du vol, là ils vont tester une porte cargo à la manière des Starlink. Mais du coup, ce Starship n'a toujours pas de charge utile. Donc, ils vont juste ouvrir la porte pour vérifier qu'elle s'ouvre, et c'est tout. Ils vont pas mettre des Starlink à l'intérieur, il n'y a pas de charge utile pour ce vol. La deuxième chose qu'ils vont tester, c'est un réallumage des moteurs dans l'espace, sachant que qu'il réallume le moteur ou qu'il n'y arrive pas, il atterrira dans la zone rouge ici. En fait, l'idée de réallumer les moteurs, c'est pour vérifier qu'ils sont bien capables de faire les manœuvres qu'ils veulent, etc. hors de l'atmosphère. Et ils vont aussi, du coup, et ça c'est très important, parce que ça, c'est quasiment une exigence pour la NASA pour aller sur la Lune, c'est qu'ils vont tester la capacité de transférer du carburant d'un réservoir à l'autre. Alors ça peut paraître banal. Hein. Il y en a, là vous vous dites, bah, c'est comme quand je vais à la pompe, pistolet, je le mets dans le truc et hop, c'est fini. Oui, mais non. C'est plutôt complexe. Quand vous êtes en 0G, vous savez pas si vous transférez du liquide ou du gaz et que le carburant vole partout. Là, faire un transfert de carburant en 0G, c'est un peu plus complexe. SpaceX disait qu'ils avaient déjà expérimenté, enfin théorisé des systèmes pour ça, parce que pour la NASA c'est quand même extrêmement important. Et du coup pour ce vol, si ils atteignent l'orbite, ils vont essayer de transférer du carburant d'un réservoir à l'autre, donc là on sait pas du tout, probablement d'un des réservoirs de tête vers le bas ou inversement, en 0G, pour montrer à la NASA qu'ils sont bien capables de faire ça. Et là, c'est vraiment quelque chose que je vais attendre avec impatience. Parce que ça veut dire que si le Starship arrive à faire ça, ça veut dire qu'on va bientôt avoir des Starships qui vont faire du ravitaillement. Et du coup, peut-être un Starship lunaire qui ira sur la Lune. Sachant que ce truc fait une 50aine de mètres de haut, ce serait quand même vachement bien d'avoir un immeuble sur la Lune. Et je peux vous dire que ça va être incroyable si ça arrive sur la Lune d'ici 1 ou 2 ans. Quelque chose qui est pas impossible s'ils réussissent ce vol aujourd'hui. Donc voilà, c'est tout pour moi. Profitez bien de ce lancement. Et surtout, n'hésitez pas de vous abonner, de mettre la cloche et de me suivre pour mes vidéos. N'hésitez pas aussi à aller sur Tipeee ou Patreon si vous voulez me soutenir. Ça me permettra de sortir des vidéos plus souvent parce que c'est un peu la galère en ce moment. Et si vous voulez m'aider, il y a aussi un serveur Discord sur lequel je mets régulièrement des news sur les avancements des vidéos, etc. Et si vous voulez m'aider, vous pouvez même avoir accès au Drive sur lequel j'écris mes vidéos et je fais mes recherches. Donc merci pour votre attention et spatialement, on espère qu'ils iront jusqu'à la Lune. Seconds before we hit our T0. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3,